Bonsoir. Le château de Villesavin, eh bien, c'était une cabane de chantier. Vous la voyez, la cabane de chantier? Toute petite cabane. En fait, c'était pas n'importe quelle cabane de chantier, c'était la cabane de chantier du gouverneur du château de Chambord. En effet, Jean Le Breton habitait ici, il établissait les plans et la journée, il allait au château de Chambord qui était à 7 km de là. Alors aujourd'hui, le château de Villesavin, il appartient à la famille de Spar, et cela depuis 3 générations. Et cette famille a fait évoluer le château en créant notamment le musée du mariage et il contient une collection assez exceptionnelle. Je vous propose de le découvrir et on se retrouve juste après avec le propriétaire du château. Près de 500 ans après sa construction, le château de Villesavin n'a presque pas changé, du moins à l'extérieur. À l'intérieur, la cabane de chantier de Chambord ne conserve que 2 pièces, telles qu'au XVIe siècle, notamment la cuisine. Dans cette pièce, on a un sol qui est en très léger dévers et légèrement incurvé, en direction du petit caniveau qui longe le mur là-bas, juste en face de moi. Le château a été construit entre 1527 et 1537 pour le gouverneur des travaux de Chambord, Jean Le Breton, qui s'était lié d'amitié avec François Ier pendant les guerres d'Italie. C'était sa demeure, c'était sa résidence. Et il avait une autre résidence à Villandry, que vous connaissez certainement. Et donc, on l'a rapproché de son job, finalement, à Chambord. Et voilà, la fonction de ce château, c'est d'accueillir cet éminent personnage au sein de la construction de Chambord, donc à une dizaine de kilomètres aujourd'hui, et à un petit peu plus de 7 à l'époque, puisqu'il existait à l'époque une allée qui reliait directement les 2 châteaux entre eux. 4 siècles et demi plus tard, la famille de Spar achète le château, le cadeau d'un grand-père pour sa petite-fille de 10 ans. Quand Véronique et Lars de Spar héritent du domaine en 1993, les toitures fuient et l'électricité manque. Ils décident de le restaurer, de l'ouvrir au public et de créer un musée du mariage. C'est avec cette collection de globes de mariage achetés en Bretagne que le musée est né. Vous avez les petits miroirs comme ça en forme de rectangle. Ceux-ci, ils correspondent au nombre d'années pendant lesquelles le couple s'est courtisé avant de se marier. Ensuite, vous avez les petits en forme de losange comme ça, qui correspondent au nombre d'enfants que la maman souhaitait à ce couple-là. Le globe de mariage, il n'existe plus aujourd'hui, mais sa fonction, c'était de conserver la couronne de fleurs d'oranger que la mariée portait le jour de son mariage. Et donc, ils agrémentaient tout au long de leur vie de médailles militaires, de la dent de lait d'un enfant, une mèche de cheveux. Ce musée, unique en France, compte 1500 pièces. Robes, trousseaux, vaisselle retracent l'histoire du mariage de 1850 à 1950. C'est super joli de voir des robes d'époque qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir. C'est atypique, ça change de ce qu'on voit aujourd'hui aussi. Et puis c'est avoir aussi de l'authentique, pouvoir avoir la mémoire en fait, de l'histoire qu'il y avait eu en plus dans notre région. La création du musée du mariage il y a 20 ans a permis d'augmenter le nombre d'entrées et de financer une partie des restaurations, comme celle du Pigeonnier l'an dernier. Eh bien, je suis avec le propriétaire du château, Lars de Spar. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, vous avez hérité de ce château, la mort de votre maman. Oui. Est-ce que c'est compliqué d'avoir un château aujourd'hui? C'est pas très compliqué si on veut. C'est-à-dire, ce que je disais, c'est un choix de vie. Et voilà, il faut trouver les solutions pour pouvoir le gérer. Et trouver surtout les finances. Et donc pour les finances, vous avez besoin des visites, c'est pour ça que vous avez créé des musées notamment? C'est-à-dire, on a le besoin évidemment des visiteurs qui viennent visiter le château proprement dit. On a aussi une orangerie qu'on loue depuis des décennies pour faire des réceptions de mariage, les salons événementiels et autres, voilà, et tout un tas de choses. Et aussi un côté agricole qui permet de faire fonctionner la boutique. Pour vous, c'est une grosse responsabilité, ce château? C'est une responsabilité parce qu'on a envie qu'il y ait une continuité, qu'on a envie de le sauver. Et voilà, la responsabilité, c'est qu'il ne s'écroule pas. Vous regrettez parfois de l'avoir, ce château? Non. Évidemment, on a des moments de blues quand ça va mal, mais
si on a fait le choix d'y être, voilà, on ne regrette pas. Et puis, on aime la bâtisse, donc ce serait difficile de s'en aller ailleurs et de faire autre chose. Merci beaucoup, merci Monsieur de Spar. Eh bien, oui, vous l'avez compris, c'est grâce aux visiteurs notamment que ce genre de château peut être restauré, entretenu. On rappelle qu'il y a 890 châteaux dans la région Centre-Val de Loire et 120 qui sont ouverts au public. Voilà, ils sont ouverts tout l'été avec des animations, des musées. C'est à vous de jouer. Nous, on vous laisse. C'est la fin de cette série sur les châteaux privés en Centre-Val de Loire. Bonne soirée.